Et bienvenue dans ce webinaire live DailyFX Université de formation au trading. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons? Parfait, tout fonctionne. Très bien, on va attendre encore un peu pour les retardataires. Bien. Bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Dana, analyste de marché pour DailyFX France. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un webinaire live de formation au trading sur le money management et la psychologie des marchés. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien, on va pouvoir commencer donc cette formation sur le money management et la psychologie des marchés. Alors, qu'est-ce que le money management? Eh bien, tout simplement, le money management, c'est l'art de bien gérer une stratégie de gestion ou de trading tout en maîtrisant son risque. L'optimisation du ratio risque-reward est indispensable pour avoir une stratégie pérenne. Durant ce live, nous allons voir quels sont les grands principes de base du money management, qu'appelle-t-on la psychologie du trader, comment mettre en place une stratégie efficace sur le long terme. N'oublions pas de citer la fameuse citation de James de Rothschild qui nous dit qu'il a fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt. Ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est que les marchés, eh bien, ce sont le temple des regrets. On a des beaux dossiers, on réalise de belles performances, mais James de Rothschild nous prévient en disant que lui, en tout cas, il a fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt et de savoir prendre du recul et voilà, on prend, on va dire, quelque part du gâteau et il faut savoir laisser le reste au marché, ne pas être trop cupide. À la fin de cette formation, pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre sur la psychologie des marchés et dans le money management, je vous recommande le bouquin de Caroline Domanine qui est Trader avec succès grâce au neurotrading. Pour ma part, je l'ai lu. C'est un bouquin qui est vraiment complet. J'ai appris énormément de choses dans ce livre, à savoir comment gérer mes émotions, comment définir un plan de trading et connaître ma personnalité, celle qui est, on va dire, celle qui correspond le plus à mon style de trading, car chacun est différent. Chacun d'entre vous pratique peut-être du scalping, de l'intraday ou du swing trading. De ce fait, il est nécessaire de connaître ses émotions et sa personnalité pour s'adapter au mieux et avoir un trading assez serein. Au sommaire de cette émission, eh bien, on va commencer avec une courte introduction. Ensuite, nous verrons le money management avec le ratio risque-reward, la gestion du stop-loss, les principes de base et les règles à suivre. Enfin, en deuxième partie, on passera sur la psychologie de l'investisseur avec les biais cognitifs, les biais émotionnels, les risques. Enfin, si on a un peu de temps, on essaiera de faire du live pour vous montrer un peu comment placer des stop-loss avec différentes figures techniques. Et surtout, je répondrai à toutes vos questions-réponses durant l'émission. Alors, pour l'introduction, le money management consiste à gérer son capital tout en maîtrisant les risques. Il est donc nécessaire d'appliquer et suivre des grands principes de base tout en sachant qu'il n'y a pas un seul type de money management. En effet, chaque investisseur va agir selon son profil et sa personnalité.
Un trader à succès possède plusieurs qualités et c'est ce qui différencie le trader à succès et le trader particulier, puisqu'il a un strict money management, une bonne stratégie de trading et une maîtrise de sa psychologie. C'est vraiment la grande différence qu'il y a entre un pro et un particulier. Le pro, il connaît ses risques, il connaît sa psychologie et il s'adapte. Le pro, quand il prend sa perte, eh bien, il va se retirer du marché et revenir demain à son bureau pour s'asseoir et recommencer une nouvelle journée. Le particulier, lui, eh bien, il est livré à lui-même. De ce fait, eh bien, on a des biais, on a envie de se refaire, qu'on a une série de trades perdants ou qu'on est dans une phase d'euphorie et on n'adapte pas forcément la meilleure attitude et le bon comportement face au marché. Le marché a toujours raison. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. N'essayez pas d'avoir raison à chaque fois, puisque c'est le marché qui a toujours raison. Ça ne sert à rien de s'entêter et d'être à contre-courant lorsque vous êtes dans le mauvais sens ou lorsque vous êtes dans une mauvaise série ou qu'il y a un poids émotionnel dans votre trading qui est pesant. Alors, qu'est-ce que le ratio risque-reward? C'est tout simplement le ratio risque-récompense. C'est une notion capitale de tout type de gestion en trading et de tout money management. Le ratio risque-reward établit le rapport entre le risque encouru et le rendement attendu. Alors, en matière de trading, il va donc s'agir d'établir en amont de sa stratégie un rapport cohérent entre l'objectif de gain et le risque encouru par rapport en fonction du choix de votre stop. Ce rapport sera calculé en divisant le premier par le second. Ainsi, on peut déterminer les ratios suivants, sachant qu'un ER en dessous de 2 n'est décemment pas envisageable. Enfin, ça reste correct, mais le mieux, c'est d'avoir un ratio de 1 pour 2. On va dire qu'un ratio compris entre 1,5 et 2 sera considéré comme très correct, et un ratio entre 2 et 3, lui, sera plutôt considéré comme bon. Au-dessus de 3, on va parler d'un ratio excellent, mais c'est plutôt assez difficile à avoir un ratio supérieur à 3, étant donné, on va dire, les phases de marché qu'il y a actuellement. Et en général, on se focus plus sur des ratios, comme je vous le disais, compris entre 1,5 minimum. Vraiment, c'est le minimum qu'il faut avoir. Tout dépend de la configuration. Parfois, des ratios de 1 pour 1 aussi, en fonction des figures chartistes. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Mais sinon, pour être serein, il faut quand même avoir un ratio minimum de 2. Alors, ici, c'est une formule pour déterminer justement le pourcentage maximal de perte par trade par rapport au capital. Donc, ici, vous avez la formule et j'ai pris un exemple vraiment basique, tout simple, avec une perte autorisée de 1% et un capital de 10 000 euros. La formule, en fait, elle est toute simple. Ça va être votre capital fois les 1% de perte maximum, combien vous êtes prêt à perdre sur ce trade. Donc, en général, une bonne gestion, ça va être 1%, voire 2%. Si vous mettez plus, on va dire, entre plus de 5% de perte par trade, sur le long terme, ce n'est pas viable. Il faut se limiter en fonction de votre capital, en fonction de votre gestion, sur un pourcentage de perte maximale par trade et perte maximale journalière. Donc, avec cette formule toute simple, les 10 000 euros avec 1% de perte divisé par le nombre, par la taille du stop, qui représente ici 100 pips, c'est égal à 1. Cela veut dire que nous pouvons risquer 1 euro par pips. Donc, si nous perdons le trade qui représente
100 pips avec les 1 euro, nous perdons donc 100 euros, ce qui représente bien les 1% de notre capital. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, et pour revenir justement sur le ratio risque-reward, c'est de vous dire, eh bien finalement, dans cet exemple avec 5 trades, en risquant 1% du capital de 10 000 euros pour 5 trades, eh bien avec 3 trades perdus et 2 gagnés, tout simplement, eh bien avec un bon ratio, vous gagnez de l'argent. Puisque vous perdez ici 300 euros, mais avec un ratio de 1 pour 2, eh bien vous allez en gagner 400. Donc, résultat de l'opération, vous gagnez quand même 100 euros. Ce qui montre à quel point, finalement, vous pouvez perdre plus de trades, mais avec un bon ratio. S'il est dans cet exemple, il est de 1 pour 2, 1 pour 3, ça aurait été encore autre chose. Cela montre tout simplement que le ratio risque-reward est primordial. C'est celui-là qui va vous permettre justement de vous dire, quand vous prenez un trade, est-ce qu'il faut que je rentre en position? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ce ratio est profitable? Et l'exemple ici vous montre qu'un trader, on va dire moyen débutant, sur une série durant la semaine de 5 trades, eh bien avec 3 perdus et 2 gagnés, à la fin, il ressort quand même gagnant de 100 euros. D'où l'importance de maîtriser le ratio, et c'est pour ça que je dis d'avoir un ratio minimum de 1 pour 2. Parfois, on peut descendre à 1,8, 1,5, mais il faut se fixer des règles et vraiment se dire que un ratio de 1 pour 2, c'est le minimum à avoir. Concernant la gestion du stop loss, eh bien, la gestion de stop loss est sans doute la plus délicate et la plus importante. Vous connaissez tous l'adage « tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu ». Eh bien, c'est totalement faux, puisque actuellement, si on remarque la chute des marchés, eh bien, vous vous rendez compte que les personnes qui ne sont pas sorties du marché sur les plus hauts, que ce soit sur le Dow Jones, le CAC, et qui gardent en disant tout simplement, eh bien, tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu, actuellement se prennent une perte de quasiment environ 30-40%. Donc, il est essentiel de placer un stop loss en fonction de ses objectifs afin de respecter le principe du ratio risque-reward. Enfin, un stop loss, il va se placer sur des niveaux techniques. En général, les plus efficaces, c'est d'identifier des zones clés de marché. On parle souvent des gaps, de support, de résistance. Quand vous êtes à l'achat sur un niveau de support, du moins on casse une résistance et vous décidez d'acheter, le stop loss va se placer sous la résistance qui est devenue support. L'analyse technique est essentielle, en tout cas, pour vous aider à placer vos stop loss. Elle permet d'éviter beaucoup d'erreurs qu'on ne retrouve pas essentiellement dans l'analyse fondamentale, alors que dans l'analyse technique, juste en observant vos graphiques, vous êtes capable de savoir à quel niveau il faut intervenir. Enfin, il faut penser à décaler aussi votre stop par rapport au niveau clé, afin d'éviter une mèche assassine, surtout sur le Forex. C'est pour ça qu'il est important de placer ces stops sur des niveaux clés de marché. Moi, le premier, dans le trading, ça m'est déjà arrivé de me faire stopper par le marché. J'avais une stratégie et le marché est venu prendre mon stop à 1 pips avant de repartir dans la bonne direction. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pénible, je peux le comprendre, mais c'est le jeu. Voilà, c'est comme ça. D'où l'importance d'avant de prendre une position, de bien voir où est-ce que vous placez votre stop. Est-ce que vous l'avez placé sur un bon niveau technique? Est-ce que s'il y a une mèche un peu violente derrière et que ça repart, vous êtes quand même dans une bonne zone? Ou au contraire, vous avez mis votre stop de manière trop serrée, trop agressif, et si le marché vient vous chercher, eh bien vous sortez de position alors
qu'à la base, eh bien, votre analyse était bonne, votre plan de trading lui aussi, mais finalement, le marché eh bien, est venu chercher votre stop car il était mal placé. Enfin, il faut remonter son stop lorsque le flux part dans le bon sens. Tout simplement, c'est qu'il ne faut pas attendre quand vous voyez que vous prenez une position et que ça part, ne redonnez pas vos gains au marché. Ne redonnez pas les gains si durement gagnés au marché. Il faut absolument remonter ses stops. Même si vous n'avez pas le ratio, ça arrive parfois une figure chartiste, on a des objectifs théoriques. L'objectif théorique n'est pas toujours atteint dans les figures. Il faut quand même remonter son stop. C'est pas grave si le marché vient nous chercher, au moins on a pris quelques bénéfices, le ratio n'a peut-être pas été atteint dans l'immédiat, mais on évite de se faire stopper. Il ne faut pas rester en mode espoir maintenant. Enfin, la prise partielle de bénéfices. Prise partielle de bénéfices, c'est tout simplement la même chose que lorsque vous remontez vos stops. Il faut ne pas être trop cupide et prendre des bénéfices partiels, surtout en cette période de marché très volatile où il va être nécessaire de prendre des bénéfices dès que vous le pouvez. Étant donné que les indices prennent plus 4, moins 8, moins 12, on prend encore plus 8, on a des phases, on a beaucoup de volatilité, et dans ces phases où il y a énormément de volatilité, une fois que vous êtes dans le bon sens et que ça part, votre position, important de prendre des bénéfices partiels. Ce qu'on appelle prendre des bénéfices partiels, ça va être de se dire, très bien, sur ce niveau, je prends peut-être 50%, j'encaisse 50% de ma position, et si le marché finalement va un peu plus loin, eh bien, c'est du bonus, c'est du plus, ce qui permet d'avoir aussi des ratios optimum. Certains vont se baser sur des ratios de 1 pour 2, se dire, bon, bah, là, je vois que le marché part dans un bon flux, j'encaisse 50% de ma position sur l'objectif théorique de mon double bottom, un peu pour celles et ceux qui ont suivi sur l'euro GBP comme on avait en bas du range. Au final, on est remonté tout en haut du range sur les 0,93. Et bien pour celles et ceux qui étaient à l'achat sur le bas du range, on fait quelques prises de bénéfices partiels et ont accompagné le flux jusqu'au bout, jusqu'à l'essoufflement du flux. C'est très important et c'est dans ces phases de marché où vous allez réaliser vraiment de gros bénéfices quand vous accompagnez le mouvement jusqu'au bout, jusqu'à l'essoufflement total de la tendance. Ici, ce sont vraiment les grands principes de base et les règles à suivre. Dans votre trading, il faut savoir pourquoi vous tradez. En fait, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous souhaitez vivre du trading? Est-ce que ce sont des compléments de revenus? Est-ce que pour vous, c'est une passion? Est-ce qu'au contraire, c'est un divertissement, le trading? Vous devez définir vos objectifs. C'est très important. Enfin, les moyens financiers. Tout le monde n'a pas le même capital. Certains tradent peut-être avec 500 euros, d'autres tradent peut-être avec 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million. Chacun a des moyens financiers complètement différents. Et en fonction de vos moyens financiers, il faut s'adapter en fonction de votre niveau de risque, en fonction, comme je disais, du risque, des prises de position, de votre ratio. Tous ces éléments font que votre money management va s'adapter en fonction de votre capital. Tout simplement, votre capital, c'est votre outil de travail. Et donc, il faut le préserver un maximum et adapter les conditions de marché à votre capital. Ensuite, avoir un plan de trading. Avoir un plan de trading, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le business plan du trader. C'est son plan de trading. Pour gagner, pour arriver entier à destination, eh bien, vous aurez besoin d'un plan, d'une carte. Et il faut savoir d'où est-ce que vous partez. Quel est votre niveau de compétence actuel? Quels horizons de temps? Quel type de marché?
avez-vous testé? Peut-être que certains d'entre vous préfèrent le Forex. D'autres, ce sera les matières premières, les indices. Certains, l'intraday, le scalping, le swing trading. Comme je le disais, le temps. De combien de temps vous disposez? Certains d'entre vous sont peut-être disponibles toute la journée pour trader, sont derrière leurs écrans du matin jusqu'au soir. D'autres n'ont peut-être que 1 heure ou 2 heures dans la journée pour regarder les écrans. Tous ces éléments font que ça va déterminer en fait votre personnalité et votre comportement et votre plan de trading. Comme je le disais, en fonction de votre plan, vous allez établir la taille de votre position en rapport avec votre money management et votre ressenti du marché. Vous allez aussi déterminer combien est-ce que vous voulez gagner et sur quelle durée de temps. Voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Le plan de trading va aussi vous permettre de définir le point d'entrée tout simplement en fonction des signaux techniques, de prévoir la sortie sur des points techniques, que ce soit avec les supports, les résistances, les retracements Fibonacci, de calculer son stop loss, qui doit être à la fois, comme je vous le disais, technique et financier, et bien sûr, déterminer les conditions d'entrée en fonction de la volatilité. Peut-être que certains d'entre vous utilisent des robots et backtestent les stratégies. Toutes ces règles, en fait, elles doivent être établies une bonne fois pour toutes et être en accord avec votre personnalité émotionnelle. Enfin, une autre règle clé, c'est d'éviter d'être à contre-courant du marché. Friend is your friend. Clairement, n'essayez pas d'avoir le point bas et le point haut. Vous ne l'aurez jamais. Il faut accompagner les mouvements, prendre les miettes, on va dire, que nous offre le marché, mais éviter de se dire je vais attraper le point bas actuel sur les indices ou le point haut pour jouer un énorme retournement de marché. Vous ne l'aurez jamais. Tout simplement, le point bas, c'est impossible à l'avoir. D'où l'importance d'éviter d'être à contre-courant, de suivre la tendance, d'accompagner le mouvement quand vous êtes sur le marché action. Par exemple, eh bien, les titres ont vocation à monter en général. La bourse est un domaine porteur sur le long terme, donc restons dans le flux. Je ne dis pas qu'actuellement les marchés sont baissiers, donc le flux est baissier. On cherche plutôt des ventes que des achats. Même si on a des rebonds qui se mettent en place, il faut éviter d'être à l'envers. Enfin, ne pas baser son trading sur de l'espoir. Voilà. L'espoir, c'est un biais très compliqué à s'enlever. Il faut analyser la situation avant d'entrer sur le marché et ne pas être en mode ce que j'appelle trading casino. Le trading casino, honnêtement, c'est dans ce cas-là, aller au casino, vous allez jouer à la roulette, le rouge, le noir, vous aurez autant de chances de gagner qu'en appliquant un trading sans stratégie. Voilà. C'est le mode espoir. On est dans une position, on sait qu'on est peut-être à contre-courant, on sait qu'on n'est pas dans le bon sens. Au lieu de couper, on garde la position et le marché vient nous stopper. C'est le mode espoir. Et ça, c'est très difficile à s'enlever ce biais psychologique qu'on a dans notre tête pour être un vrai trader, tout simplement. Avoir des vraies règles et ne pas être, comme je le disais, en mode trading casino. Dans ce cas-là, si vous voulez des émotions un peu fortes, allez au casino, la roulette, le rouge, le noir, vous avez 50% de chance, c'est pareil. En trading, on a des probabilités. On met les probabilités de notre côté pour optimiser et être rentable sur le long terme. Comme je vous le disais, on ne cherche pas à attraper le point haut ou le point bas. Vous ne l'aurez jamais. Toutefois, eh bien, on attend un signal de retournement, que ce soit sur une zone technique, les zones de polarité, les résistances, les supports. Peut-être on peut attraper des retournements de tendance grâce aux divergences avec le RSI, les chandeliers japonais. Aussi, tous ces éléments techniques qu'on a accumulés permettent à la fois d'avoir des retournements de marché. Mais il ne faut pas systématiquement se dire je veux attraper le point haut ou le point bas, puisque c'est impossible. Comme je vous le disais, il faut calculer son ratio risque-reward pour optimiser la taille
de position et limiter les pertes, surtout. On laisse courir ses gains et on coupe ses pertes. Très important. C'est un principe de base de savoir laisser courir les gains et de couper ses pertes. C'est ça qui va vous sauver la vie dans votre trading sur le long terme, tout en impliquant un ratio, comme je vous le disais, un risque-reward optimum, de minimum 1 pour 2, voire 1 pour 5. Enfin, un stop loss, il doit être technique selon la taille de position et les niveaux de prix sur son graphique. Je vous l'ai expliqué avec l'exemple précédemment, comment on calcule sa taille de position en fonction de son capital et en fonction du ratio. On voyait bien qu'on pouvait perdre plus de trades et on gagnait sur une série de 5 trades, en perdre 3, en gagner 2 et finalement être gagnant puisqu'on avait un stop loss qui était bien fixé, une taille de position bien gérée selon le pourcentage de notre capital. De ce fait, tous ces éléments réunis permettent d'être gagnant sur le long terme. Alors, je répondrai à vos questions à la fin, Philippe. Je répondrai à toutes vos questions, je les note et je reviendrai dessus pour répondre à toutes vos questions une fois que j'aurai terminé la présentation. Maintenant, il faut aussi, comme je vous le disais, bien laisser courir les gains et couper les pertes. Donc là, je viens de vous l'expliquer. Ne pas rester en mode espoir. Le but est de préserver son capital et sa santé mentale. Se libérer du poids émotionnel. Ça, c'est très compliqué. Tout simplement parce que quand on est dans une série de trades gagnants ou perdants, on va avoir de l'émotion. Et quand on est dans une mauvaise série ou qu'on est dans un trade perdant, eh bien, c'est compliqué à gérer. Le poids émotionnel est lourd et on fait souvent n'importe quoi. On a tendance à renforcer une position perdante alors qu'il ne faut pas. Tout simplement, le marché, on avait fixé notre limite. On est dans le mauvais sens. On se dit très bien, je vais moyenner mon prix de revient à la baisse pour renforcer ma position aussi. Parfois, certains sont dans le bon sens et décide de renforcer sa position à la hausse et finalement le marché leur donne tort et utilise trop de levier. Donc on reviendra dessus un peu plus tard, mais voilà, le poids émotionnel et son capital sont des éléments clés que vous devez absolument gérer pour être profitable sur le long terme en trading. Enfin, dans votre plan de trading, vous pouvez aussi avoir un journal de trading pour analyser les trades négatifs et positifs pour en tirer les meilleures leçons. C'est un exercice que j'ai moi-même pratiqué pendant un moment et ça permet tout simplement, on va dire, d'avoir du recul sur ce que vous faites. Quand vous prenez une position, quand vous décidez d'entrer en position, vous êtes à chaud et parfois vous oubliez d'analyser des éléments. On oublie de basculer sur une unité de temps supérieure. Tiens, il y avait le nuage Ishimoku juste au-dessus de ma tête. Tiens, il y avait une grosse résistance que j'ai pas vue. Et à froid, avec le recul, quand vous analysez vos trades, vous vous rendez compte des erreurs que vous avez pu commettre. Et c'est très important. Et on se rend compte parfois de beaucoup de choses en tenant un journal, en notant tous les trades, les positifs comme les négatifs. Ça permet de se rendre compte, de se dire, tiens, pourquoi là ma stratégie a bien marché? Qu'est-ce qui fait que mon trade a été gagnant? Comment j'ai réussi à optimiser ce trade? Et pour les trades perdants, pourquoi ce trade n'est pas bon? Est-ce que mon plan de trading était bon? Est-ce que j'étais dans une phase émotionnelle intense? Est-ce que j'ai mis trop de levier? Ce qui fait que finalement, au lieu de perdre 1% de mon capital, j'en ai perdu 3. Voilà, ça va vous permettre d'éclaircir votre trading et de corriger les petits défauts pour, au contraire, vous améliorer sur le long terme. Arrêtez de trader après une série de trades perdants. Ça aussi, c'est quelque chose de très important.
il ne faut pas perdre la confiance, dans le sens où certains d'entre vous pratiquent peut-être le trading depuis des années, ont une stratégie qui fonctionne très bien, et pendant une phase de marché, durant, je ne sais pas, 1, 2, voire 3 mois, enchaînent une série de trades perdants. Si vous savez que votre stratégie est bonne, eh bien, il faut se mettre à l'écart, tout simplement, attendre que la poussière retombe. Car enchaîner une série de trades perdants peut vous faire perdre la confiance et vous remettre en question, on va dire, sur votre stratégie et votre plan, alors qu'à la base, il était bon. En fait, c'est juste que c'est les émotions qui ont pris le dessus, que vous respectez moins de règles et qu'il est nécessaire de faire une pause. Voilà, d'attendre, de prendre de l'écart, de rester à l'écart. Comme je le dis souvent, ne pas trader, c'est trader aussi. Quand les phases de marché sont trop compliquées, on reste à l'écart, qu'on voit que sa stratégie, finalement, certains font peut-être du trend following, du suivi de tendance, et sont uniquement à l'achat, ne traitent qu'à l'achat. Quand le marché est baissier, ils constatent que leur stratégie, du moins leur stratégie n'est pas la meilleure. De ce fait, ils restent à l'écart pour attendre que le marché reprenne une tendance haussière et ainsi retourner. Mais ils savent que leur stratégie est bonne. Toutefois, ils ne veulent pas perdre confiance en leur modèle qu'ils ont créé, donc ils préfèrent rester à l'écart. Trader ce que l'on voit et pas ce que l'on veut. Ça, c'est une règle très importante aussi, dans le sens où, quand j'ai commencé le trading, je voyais des chandeliers de retournement, de continuation un peu partout. J'inventais avec mes droites de tendance, je trouvais des, des triangles, des épaules tête-épaule, des doubles tops, j'en voyais de partout. En fait, c'est l'envie de trader. Voilà. C'est ce sentiment qui nous dit j'ai envie de trader, j'ai envie de cliquer. Il faut rester factuel et voir et trader uniquement ce que l'on voit et pas ce que l'on veut. Ne pas inventer des figures qui n'existent pas, ne pas tirer des droites de tendance avec des horizons de temps qui viennent un peu de n'importe où, qui ressemblent à un triangle alors que ce n'en est pas du tout un. Pareil pour une épaule tête-épaule, où la deuxième épaule est complètement raplapla, ce qui fait que la figure n'est pas valide. Le double top, il y a des conditions discriminantes pour un double top, pareil sur beaucoup de figures. Et de ce fait, il ne faut pas inventer, il faut attendre que le marché vienne à nous. Ensuite, définir une perte max journalière et par trade. Bon, là, je vous l'ai déjà expliqué. Certains traders qui font de l'intraday et du scalping se disent ma perte max journalière est de, je sais pas moi, 1%, et par trade, ce sera uniquement si je fais 10 trades dans la journée, et ben, je prends 0,10% du pourcentage de mon capital pour trader. Vous devez vous définir voilà, une perte max. Certains vont réaliser uniquement 5 trades dans le mois, parce qu'ils n'ont qu'une heure ou 2 heures de temps derrière leurs écrans. D'autres, comme je vous le disais, ont plus de temps, sont derrière les écrans tous les jours, font du scalping. Ainsi, la gestion du risque n'est pas la même. Vous devez trouver votre style et vous adapter en fonction de votre personnalité, de vos moyens financiers et de vos objectifs. Surtout, c'est très important. Adapter le levier en fonction de son capital et de la volatilité. Effectivement, le levier, c'est un gros problème chez les traders particuliers. C'est comme ça qu'on crame des comptes, tout simplement. Le levier, pareil, c'est la clé du succès. Mettre trop de levier, c'est extrêmement dangereux. Tout simplement, c'est comme ça qu'on crame un compte de trading. Donc, si vous avez un compte pour vous amuser, ou si c'est un compte démo, très bien, mettez du levier. Vous ne craignez rien. Vous pouvez mettre un peu de levier. C'est un compte démo, c'est de l'argent fictif. Une personne qui a 100 000 euros de capital, si elle met beaucoup trop de levier, eh bien, regardez la phase de marché qu'on a actuellement. Le VIX est au plus haut. Quasiment, on est retourné sur les plus hauts de 2008. Et trop de levier, c'est dramatique pour votre capital. Votre capital, c'est votre outil de travail. Et le levier, c'est ce qui va vous permettre de faire de beaux trades dans certaines phases,
mais trop de levier tue le levier, comme on dit. C'est ça qui va causer la perte de nombreux particuliers, puisqu'ils gèrent mal, comme je vous le disais, le pourcentage, la perte max journalière accumulée derrière avec un levier trop important. Le levier, vous pouvez le modifier quand vous voulez en fait. Le levier va dépendre de la taille de votre position. C'est justement, c'est ça le levier. Le levier s'adapte en fonction de la taille de position. Quelqu'un qui va prendre un micro-contrat ou un lot sur le DAX à 25 € le point et d'autres qui sera à 10 centimes le point, il est là le levier. Donc quelqu'un avec un compte de 5 000 € peut jouer 25 000 € le point. Mais la stratégie veut qu'avec un levier correct, il soit plutôt aux alentours de 10 centimes le point, voire 1 € le point, et pas 25 € le point. Si vous n'êtes pas dans le bon sens, 25 € le point, là le DAX aujourd'hui, il a déjà fait un aller-retour de 400 points. Donc imaginez à 25 € le point. Appel de marge derrière et vous cramez votre compte. Donc en fait, le levier dépend de la taille de votre position. Ne jamais renforcer une position perdante. Ça, c'est catastrophique. Puisque c'est ne jamais renforcer une position perdante, c'est comme vouloir moyenner son prix de revient à la baisse. Dans le sens, je vais vous prendre un exemple classique sur Renault. Renault actuellement qui dévisse lourdement en bourse, qui était à 100 €. Et beaucoup de particuliers ont renforcé sur Renault, pensant que non, on connaît Renault, tout le monde connaît Renault, ça nous parle cette valeur. Pense connaître la valeur, c'est un biais que nous avons. Et en voyant du Renault à 30, se disent, bon, bah, Renault, c'est pas cher, finalement. À 30, elle était à 100, Renault. Elle est descendue à 30, c'est pas cher, les PER sont bas. Eh bien, Renault est allé bien plus bas. Finalement, quelqu'un qui a renforcé sa position perdante se trouve avec une énorme perte parce que on avait encore une fois des biais et qu'on décide de renforcer une position perdante. Ne jamais renforcer une position perdante. Tout simplement, vous acceptez votre perte. Si la perte représente 1% de votre capital, eh bien, si sur Renault, vous étiez à l'achat et que vous avez été stoppé sur Renault, eh bien, tant pis. Vous passez votre chemin, vous prenez votre perte et vous essayez de voir, une fois avec un œil nouveau, on va dire, si finalement Renault, c'est avantageux de rentrer dessus et que son prix de revient actuel n'est pas cher. Mais on ne renforce pas. C'est comme ça que vous ruinez votre portefeuille. Évitez l'overtrading. Ça aussi, les débutants ont tendance à overtrader. L'overtrading, c'est quoi? C'est vouloir trader tous les jours le marché, quoi qu'il arrive. Se dire, j'ai envie de cliquer sur la souris, j'ai envie de prendre des positions, je vois sur Twitter que beaucoup de traders sont dans le marché, je lis sur les forums que certains réalisent de nombreux profits actuellement sur cette valeur, apparemment le mouvement ne va pas s'essouffler, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de prendre le train. C'est de l'overtrading. Voilà. Quand vous avez votre plan à vous, il faut respecter votre plan et ne pas écouter ce que vous pouvez entendre ailleurs. Et de se dire, bah, moi je suis un swing trader, j'ai que 2 heures tous les jours derrière mes écrans pour regarder mes charts et essayer de voir si j'ai quelques opportunités. Et pas de se dire, je cherche absolument à prendre tous les mouvements à la hausse, tous les mouvements à la baisse. C'est ça l'overtrading. C'est de ne pas respecter son plan. Quand vous avez un plan de trading, que vous avez analysé, je ne sais pas, le week-end à tête reposée, toutes les classes d'actifs, vous les notez dans votre plan de trading, vous dites, tiens, là, il y a peut-être des opportunités sur l'euro-dollar, là, il y a peut-être des opportunités sur le CAC. Hop, vous les notez, vous marquez votre plan, et lundi, quand les bourses ouvrent, vous regardez si votre plan de trading est en adéquation avec le marché. Et vous n'écoutez pas les autres qui vont vous dire oui, mais sur l'euro-dollar, il y avait quelque chose à faire, il y avait cette figure. Oui, mais peut-être qu'ils tradaient l'euro-dollar en scalping, alors que vous êtes en swing. Peut-être que l'autre a vu une immense tête-épaule et sur le DAX, mais qu'il l'a joué en swing et que vous êtes en intraday. Du coup, son stop, il l'a placé 300 points plus haut que le vôtre. Tous ces éléments
font que eh bien, l'overtrading est tout simplement destructeur. Maintenant, on va passer, on a fini la partie sur la psychologie, enfin du moins sur le money management. Alors je vais regarder vos questions avant de passer à la psychologie de l'investisseur. Quelle fiscalité aussi à prendre en compte? Eh bien, la fiscalité, Yves, va dépendre, par exemple, si vous êtes sur un PEA, si vous êtes sur un compte titre, la fiscalité ne sera pas la même, en tout cas. Pareil, si vous êtes sur les actions US, concernant les dividendes ou des actions suisses ou allemandes. La fiscalité va dépendre avant tout de la diversification de votre portefeuille et de votre compte de trading. Si vous avez un compte titre, la fiscalité n'est pas la même, en tout cas que sur un PEA où au bout de 5 ans, on paye uniquement les prélèvements sociaux. Il n'y a pas la plus-value sur les actions n'est plus là, en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut modifier le levier quand on veut? Donc, j'ai répondu. Quel broker utiliser quand on trade avec un capital de 5 ou 6 chiffres? Le broker, c'est à vous de le choisir, tout simplement. Certains, concernant le broker, vont se dire, pour le scalping, vont prendre des brokers avec un faible spread. Parce que le spread, c'est très important, puisqu'il joue uniquement quelques points. Donc si vous avez un spread énorme pour faire du scalping, c'est pas rentable. Donc pareil, le broker dépend de votre style de trading. Certains font du marché action. Bon, s'ils font le marché US, il est conseillé d'aller sur un broker US parce que l'achat des actions US sera moins cher qu'avec un broker français. D'autres qui font uniquement le marché français, eh bien, resteront sur des brokers français. Après, pareil, certains brokers ne proposent que le Forex et les indices, d'autres vont proposer toutes les classes d'actifs. Donc, et les spreads ne seront pas les mêmes. Le levier, certains vont proposer du levier x100, x400, même si c'est ridicule. C'est à vous, en fonction de votre trading, une fois que vous avez déterminé quel est votre trading et votre personnalité, d'avoir un broker en adéquation. Voilà. Il y en a plein des brokers. C'est vraiment à vous de vous dire, moi je veux me focus sur tel marché, sur telle classe d'actifs. Est-ce que ce broker me propose les meilleures conditions de marché? Alors, quels sont les meilleurs moments pour entrer sur le marché si on observe un de vos trades gagnants? Il n'y a pas de meilleur moment pour entrer sur le marché, en fait. Un scalper vous dira qu'il trouve des moments tous les jours pour entrer sur le marché. Quelqu'un qui fait de l'intraday va se dire, moi j'ai un plan et j'attends de voir si le marché vient à moi dans mon plan de trading. Je suis trader sur le DAX. Est-ce que le DAX va m'offrir une opportunité pour prendre un trade? Voilà. En intraday, je vois un mouvement de, je sais pas, 100, 150 points, peut-être un peu moins quand il y a de la volatilité, alors qu'un scalper va réussir à en prendre peut-être 10 ou 20. Donc, c'est la même chose. Les meilleurs moments vont dépendre de votre profil. Quelqu'un qui sera en swing va se dire, bah, moi, le meilleur moment, il s'est produit une fois dans la semaine. J'ai eu mon point d'entrée, j'attendais un overlap. Les prix sont arrivés, on avait cassé une résistance, on est revenu la tester, on a eu un changement de retournement journalier, un avalement par exemple. Je suis rentré en position, j'ai placé mon stop sous le chandelier et derrière, eh bien, je laisse courir mon trade jusqu'à mon objectif. Est-ce qu'on peut entrer dans le marché indice sans connaître la tendance? La tendance, elle se voit tout de suite. La tendance, elle va se déterminer. Là, actuellement, la tendance primaire sur les indices, elle est baissière. On voit bien qu'on avait un CAC à 6100, on est allé toucher les 3006. Donc la tendance est baissière, la tendance primaire. Ensuite, actuellement, il y a une tendance secondaire. La tendance secondaire, c'est le rebond qu'on a eu des 3006 au quasiment 4004. Donc là, on a une tendance secondaire. Mais la phase primaire, elle, reste baissière. Donc, si vous avez du mal à déterminer la tendance, je vous recommande un indicateur très facile, c'est les moyennes mobiles. Voilà, vous mettez une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 50.
Si vous êtes au-dessus, la tendance est haussière. Si vous êtes en dessous, la tendance est baissière. Autre indicateur où là, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est l'Ishimoku, avec la force du nuage. Si le nuage est haussier, la tendance est haussière. Tout dépend des unités de temps derrière. Si le nuage est baissier, la tendance est baissière. Le nuage à l'horizontale, phase de latéralisation des prix. Voilà comment des indicateurs peuvent vous aider, en tout cas, à déterminer la tendance. Mais après, tout dépend de l'unité de temps. Vous pouvez très bien avoir une tendance baissière sur une unité de temps journalière et en 1 heure, actuellement, avoir une tendance haussière puisqu'il y a un rebond technique. Alors, pour un trader qui trade avec 500 €, combien je peux me permettre de risquer par jour? Eh bien, 1% de votre capital, ou peut-être un peu plus, 2%, mais il ne faut pas être trop gourmand. Certains vous diront oui, étant donné que c'est un petit capital, vous pouvez monter à 5, mais si c'est, comment dire, si votre capital, c'est pour vous amuser, ou au contraire, vous souhaitez le faire fructifier, c'est pas la même chose. On respecte les règles de 1%, maximum 2% pour les petits comptes, mais il faut respecter, la gestion du risque reste la même en fait. Certes, plus le compte de trading va être élevé, plus on va diminuer la gestion du risque. Plus le capital est faible, plus on a tendance à se dire tiens, je ne vais pas passer 10 heures derrière mes écrans pour gagner 15 €, c'est pas rentable, mais c'est la stratégie à adopter pour tenir sur le long terme et être viable. Dans un premier temps, il faut respecter cette règle des 1 ou 2% maximum sur les petits comptes. Et une fois que vous êtes à l'aise avec votre stratégie de trading, avec votre plan de trading, ensuite vous pouvez monter en puissance et je dirais pas, et voilà, vous lâchez un peu plus. Mais quand vous débutez, fixez-vous des règles. 1%, perte max journalière, combien de trades maximum par jour, combien de trades maximum par semaine. Si je suis bon, tant mieux, je continue. Si j'ai pris ma perte journalière et ma perte quotidienne, tout simplement par série de trades, je sors du marché et je coupe ma plateforme. C'est aussi simple que ça. Quand vous prenez votre perte, un pro, c'est ce qu'il fait. Sa journée commence à 9 h, elle se termine, on va dire, à 17h30, 18h. Si à 9h30, il a pris sa perte max journalière, c'est terminé. Son manager vient le voir, lui dit tu coupes ta plateforme, tu rentres chez toi, tu reviens demain. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui fait la différence entre les pros et les particuliers. C'est que le pro, eh bien, sait s'autogérer lui-même, alors que le particulier est livré à lui-même et a tendance à faire des erreurs bêtes, tout simplement. Alors, quand est-ce que le swing est plus safe que le scalp? En fonction de votre personnalité. Voilà. Moi, à titre de comparaison, j'ai essayé le scalping, l'intraday, le swing trading pendant plusieurs années. J'ai commencé avec le swing et puis je suis descendu pour tester. L'intraday, j'aime bien, ça me correspond à mon profil, mais le swing, pour moi, c'est juste, le scalping, c'est juste intenable. Je n'arrive pas à me dire que quand je rentre dans le marché, je vais rester entre 10 secondes et 1 minute. Ça va beaucoup trop vite pour moi, ça me fout un stress énorme, un poids émotionnel trop intense. Je n'ai pas le temps d'analyser la situation trop rapidement, les marchés, enfin les mouvements vont beaucoup trop vite et j'arrive pas. Je n'arrive pas, ça correspond pas à ma personnalité. Tout simplement, j'ai appris à connaître ma personnalité et voilà. Étant donné que ça va trop vite et que je n'ai pas le temps de prendre du recul parfois pour me dire là j'étais bon, là j'étais pas bon, vu qu'on reste en général allez, 10 secondes à 5 minutes grand max, eh bien ça ne correspond pas à mon profil. Alors qu'en swing, eh bien je me suis rendu compte que quand je prenais une position swing, eh bien j'avais le temps, j'avais le recul de me dire attends, je reviens le lendemain sur mes écrans, à tête reposée, est-ce que ma position est bonne, le marché part dans le bon sens, ah là j'avais pas vu, il y avait une résistance, je vais peut-être être moins gourmand sur mon objectif, j'avais pas vu cette résistance, je vais du coup abaisser mon take profit pour me dire finalement le ratio, là tu as peut-être un ratio de 1 pour 3,
prends-toi un ratio de 1 pour 2. Voilà, j'ai plus le temps de réfléchir, j'ai plus le temps d'être posé, on va dire, et surtout, je me décharge du poids émotionnel. Et ça, c'est très important. Donc, c'est à vous de déterminer votre personnalité en fonction de votre style de trading. Pour déterminer la tendance, faut-il le faire sur des unités de H4, D1 ou weekly? La tendance, elle va se déterminer sur toutes les unités de temps. Comme je vous le disais, vous prenez le CAC actuellement, la tendance daily est ultra baissière. Si vous allez sur une unité de temps 1 heure, depuis le rebond des 3600, on a une tendance haussière. D'où l'importance de déterminer les tendances primaires et secondaires. Dans un marché action, vous voyez ici, le marché monte, tendance haussière, phase de correction, hop, et le marché reprend, ainsi de suite. Là, on corrige, on chute, on reprend de la hauteur et on repart dans un marché baissier. Donc la tendance est propre aux unités de temps et à votre analyse, à votre propre analyse. Si vous êtes swing, vous allez regarder des unités de temps supérieures, du H4, du daily, du weekly, du monthly. Un scalper, il va regarder du 1 minute, du 30 secondes et derrière du 15 minutes. Quelqu'un qui va faire de l'intraday va regarder du 15 minutes, du 1 heure, du 4 heures et bien sûr identifier les gros niveaux techniques sur ces graphiques. Mais vous pouvez jongler en fait sur toutes les unités de temps. On trouve des tendances dans un marché baissier, on trouve des tendances baissières sur des unités de temps courtes et inversement dans un marché haussier, on trouve des tendances baissières sur des unités de temps pareil plus courtes. Si vous êtes en daily, quand vous avez un marché qui monte et qui se met en place en phase de repli, eh bien c'est juste une vague de correction. Donc si vous descendez sur les unités de temps courtes, effectivement vous avez une tendance baissière, mais c'est la tendance secondaire. La tendance primaire, elle, c'est haussier, tout simplement. C'est une tendance haussière. Je répondrai ensuite à vos questions un peu plus tard. Je vais reprendre la suite de la deuxième partie, en tout cas, de ce webinaire, et je reviendrai sur l'ensemble de vos questions à la fin. Passons maintenant à la psychologie de l'investisseur. Et ici, nous avons tout simplement les phases d'une bulle spéculative. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, nous avons la première phase. Ici, on me demandait c'est quoi le smart money? Eh bien, tout simplement, c'est les investisseurs avisés. On a une phase de gestation ici. En gros, dans cette phase-là, eh bien, les investisseurs avisés se positionnent voilà, d'après des fondamentaux économiques raisonnés. En général, eh bien, ce secteur, enfin cette phase de marché, est sous-évaluée par rapport à son potentiel économique réel. Du coup, on a une entrée massive des investisseurs avisés. Effectivement, ensuite, on rentre dans une deuxième phase, qu'on appelle la phase de naissance du marché, avec des premières consolidations, avec l'attention des médias, ici, une phase, on va dire, l'enthousiasme qui prend place, et ensuite, c'est le public, c'est les particuliers qui rentrent sur le marché, alors que le marché a déjà bien décollé. Mais le public, en général, arrive en fin de hausse. Souvent, il ne prend pas le train dès le début, il va arriver à la fin. Donc, on arrive dans une fin de hausse. Ensuite, on a différentes émotions qui naissent, des biais, de cupidité, d'illusions et de nouveaux modèles. C'est exactement en fait la phase qu'on est en train de vivre sur les indices, sur les marchés boursiers. On a l'éclatement, certes le coronavirus a été le catalyseur, l'élément déclencheur, mais on est passé de 90 000 milliards de dollars de capitalisation boursière à quasiment 60 000 milliards de capitalisation. Une évaporation de 30 000 milliards. C'est ce qu'on appelle une bulle, tout simplement. Et voici ensuite le chemin. Donc ici, on a la phase d'euphorie. On avait une phase complètement d'euphorie sur les indices.
le Dow Jones qui inscrivait des nouveaux plus hauts, qui avait une pente complètement raide, Apple qui était complètement perché, Microsoft pareil, le Nasdaq qui évoluait à des niveaux sans aucun repli, vraiment sur des niveaux stratosphériques. C'est une phase d'euphorie de marché. Il faut reconnaître ces phases quand l'euphorie prend place, quand les investisseurs pensent que c'est facile de gagner de l'argent. On pouvait voir aux États-Unis des étudiants rentrer ici en payant leurs prêts étudiants, en investissant sur les GAFA, en se disant bah, tiens, les marchés ne peuvent que monter, les marchés ne peuvent pas baisser, on investit ici. Donc, c'est la phase d'illusion. On avait une entrée massive de particuliers américains que j'ai pu voir, de jeunes étudiants pour rembourser le prêt qu'ils avaient, qui rentraient sur les marchés en disant les GAFA, ça ne peut que monter, le marché est haussier, donc résultat des courses, le marché a perdu 40%. Voilà les grandes phases d'une bulle. Et la dernière phase, bien sûr, c'est l'éclatement de la bulle avec un retour à la normale et on instaure une peur, capitalisation, enfin, pardon, on capitule, le désespoir et ensuite on reprend notre pente de base. Ici, on redémarre ici avec un retour à la normale avant d'enchaîner un nouveau cycle. Voilà comment se caractérisent, si vous voulez, les cycles boursiers. En gros, pour résumer cette phase, on a plusieurs biais cognitifs. On va avoir le biais d'ancrage, moutonnier, l'excès de confiance, l'ancrage. Tous ces biais, en fait, résultent des comportements des investisseurs. En gros, ici, l'ancrage, c'est que bien, les investisseurs avisés rentrent sur le marché. Le particulier, lui, se dit, eh bien, il y a encore des incertitudes, je ne suis pas prêt, je vais attendre. On arrive dans la phase d'illusion, comme je vous le montrais dans le graphique précédent, et bien c'est là où on a une entrée massive des particuliers qui rentrent sur le marché en se disant très bien, les marchés ne peuvent que monter, comme on a eu en 2019, avec l'injection massive de liquidités des banques centrales, le rachat d'actions sur des niveaux records, les buybacks, ce qu'on appelle des entreprises. Donc beaucoup de gens sont rentrés ici. Magnifique hausse, voilà, comme prévu, la hausse continue, et derrière, eh bien, le marché sur le CAC et le DAX sont revenus à des niveaux très, très bas, ayant effacé toute la hausse de 2018, de 2019, quasiment, même plus, et sont venus perdre 40%. Donc, ce graphique, du moins ce chart, avec les différents biais, représente vraiment la situation actuelle qu'on a eue et qu'on a sur les marchés. Ici, ça vous détaille un peu, je vais vous le laisser pour que vous puissiez voir en fait, eh bien, comment ça se passe dans la tête d'un investisseur, avec tout simplement les différentes phases, et qui résume tous les principes de base et les règles à suivre, ou à ne pas suivre, justement, que j'ai cité plus tôt. L'entrée tardive des particuliers sur le marché qui vont acheter ici. Finalement, eh bien, on a la baisse. On renforce la position, en profiter pour en remettre, donc pour renforcer notre position. Ici, c'est pareil. On regarde les ratios, on regarde les fondamentaux, on se dit mais c'est pas possible, le PER est tombé trop bas. En phase de crack, ça ne sert à rien de regarder les fondamentaux, ça ne sert à rien de se dire le BFR, comment il est, le PER, ça sert strictement à rien. On est dans une phase de purge et le PER peut très bien descendre à 8, oui, à 8 ou à 5, peut très bien descendre plus bas. Mais le particulier voit ça et se dit on est trop bas, c'est pas possible, ça ne peut que monter, ça va remonter. Et finalement, on a cette phase de désespoir, on arrive où ça capitule complètement à la fin, et on remarque que les particuliers coupent en bas. Ici,
c'est la deuxième phase où on se rassure, on est dans l'espoir, on se dit très bien, j'ai bien fait de tout vendre. De nouveau le mode espoir, de toute façon ça va rebaisser. Effectivement, le marché rebaisse, la purge se termine et le cycle reprend une fois. Voilà. Et il faut rentrer vraiment quand le cycle redémarre et pas attendre que le marché ait déclenché le cycle, un nouveau cycle. Il faut investir dans une période de reprise économique, on va dire, et pas en fin de cycle, pas qu'on est dans un cycle qu'on a un cycle de surchauffe, si vous voulez. Là, on est dans un cycle de surchauffe où les banques centrales étaient amenées à baisser les taux, où on avait des injections massives de liquidités, où les buybacks, les rachats d'actions des entreprises étaient sur des niveaux records comme en 2008. Tous ces éléments montraient que le marché était à bout de souffle et qu'on n'était pas ici. On n'était pas dans une phase de reprise, mais on était dans une phase d'euphorie, comme je l'ai montré dans les graphiques précédents, et dans une phase de fin de cycle économique de surchauffe. Ici, ça résume en fait tous les biais cognitifs qu'on peut rencontrer l'investisseur, que ce soit le biais de représentativité, et avec notre façon dont nous traitons l'information en fonction de la vision du monde, et parfois on tente de généraliser beaucoup de choses. Donc voilà un peu concernant ce biais-là. Penser avec le biais de momentum que ce qui s'est passé dans un passé récent va se reproduire dans un futur proche, que ce soit en analysant tout simplement les cours de bourse passés. Certes, l'analyse technique, c'est l'étude passée des prix pour tenter de prévoir les mouvements futurs. Mais actuellement, on vit une phase de crack et beaucoup la comparent au crack de 29. Alors oui, on a des mouvements qui ressemblent à celui du crack de 29. Toutefois, le cycle n'était pas le cycle. C'était un peu la période des dinosaures, tout simplement, j'ai envie de vous dire. On n'avait pas des ordinateurs, on n'avait pas des algos, on n'avait pas des banques centrales qui intervenaient de façon massive, on n'avait pas une capitalisation boursière mondiale qui était à 90 000 milliards, on n'avait pas un Dow Jones qui était à 30 000 points. Vous voyez, tous ces éléments font qu'il faut prendre du recul sur ce qu'on voit. De faux consensus, c'est la relation que nous allons établir entre nos propres idées et l'idée que l'on s'en fait du consensus. J'ai, du moins, pris du recul sur le consensus. Le consensus a toujours tort et voilà, on constate ça en bourse que le consensus a toujours tort et se trompe. Donc, il ne faut pas toujours se fier au consensus. Il faut garder, on va dire, son plan, ses idées. Parfois, on se trompe. Oui, parfois, le consensus a raison. Je ne dis pas que le consensus a toujours tort. Mais regardez le sentiment SSI sur DailyFX, avec les positions acheteuses et vendeuses des particuliers sur les indices, sur le forex, sur le pétrole, eh bien, on voit les positions acheteuses des personnes qui étaient acheteuses de CAC à 5008. On était 84% d'acheteurs de particuliers à l'achat sur le CAC à 5008. Bon, derrière, le CAC a tout simplement dévissé. Donc pareil, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Le SSI, je trouve que c'est un indicateur que j'ai découvert. Ça vous permet tout simplement de voir le comportement des acteurs du marché et du moins des particuliers. Le biais de conservatisme, eh bien, c'est tout simplement la tendance à surévaluer les informations qui vont dans le sens que nous pensons et à sous-évaluer les informations qui nous donnent tort. Dans le sens où savoir se remettre en question, c'est tout simplement ça. Quand on est à contre-courant, comme je vous le disais, et qu'on a des informations qui nous donnent tort, eh bien se dire oui, je me suis trompé. C'est l'ego, tout simplement. Il faut bannir l'ego dans votre trading, dans votre gestion de portefeuille et accepter d'avoir tort.
ne pas chercher à avoir tout le temps raison et de se dire finalement c'est l'ego qui parle et quand on est dans le mauvais sens, eh bien c'est, on va dire, un très bon point de savoir se remettre en question et de ne pas s'entêter, en tout cas, sur une opinion qu'on a. De confirmation, eh bien, on ne veut pas rencontrer une information contraire à ce qu'on pense. On pense que Renault, c'est pas cher. À 20 euros, Renault, c'est pas cher. C'est une bonne affaire. Certes, il y a eu quelques déboires, mais à ce prix-là, c'est donné. Ça peut pas aller plus bas, Renault. C'est voilà, c'est un biais de confirmation. Et derrière, on a des informations qui nous disent oui, mais Renault est en train de se casser la figure, le secteur auto, c'est un secteur vieillissant, il y a eu des déboires avec Carlos Ghosn, la gestion actuellement d'entreprise est plus que mauvaise, le secteur auto avec le coronavirus est complètement à l'arrêt au niveau des usines. Bon, c'est ça, on ne veut pas rencontrer une information contraire à celle que l'on pense puisqu'on est persuadé qu'on a raison. D'ancrage, eh bien, c'est, comme je vous le disais, qu'on a vu tout à l'heure, consiste à rapprocher deux informations qui pourtant n'ont aucun rapport avec l'autre. L'excès de confiance, ça c'est très important aussi. Évitez de vous croire meilleur que les autres et de penser que les autres se sont fait avoir et pas vous. Je vois beaucoup d'excès de confiance. Moi-même, j'ai pu en avoir à certains moments. C'est destructeur, l'excès de confiance. Se dire que les autres se sont plantés, moi je suis meilleur, j'ai analysé mes graphiques, il n'a pas vu ça, j'ai lu plus de bouquins. Tous ces éléments en fait font que c'est l'excès de confiance. Et en trading, il faut être modeste, tout simplement. Les traders à succès sont des traders modestes. C'est pas des traders que vous allez entendre crier fort et haut partout, qui gagnent des millions, qui vous font croire à la liberté financière. Ces traders-là sont en général très modestes et ce n'est pas du tout la caricature qu'on peut voir comme dans les films où on voit des traders complètement avec un ego surdimensionné, avec un excès de confiance imbu de leur personne, on va dire. C'est totalement faux. L'excès de confiance, c'est destructeur pour un trader. Ici, ça va résumer les biais émotionnels. Comme je vous le disais, on a pu voir les différentes phases, comment se passait la phase d'éclatement d'une bulle. Et ici, ça représente les émotions. Mais je les ai déjà un peu évoquées tout à l'heure, mais c'était juste pour vous dire, laissez de côté vos émotions. Un trader gagnant aura certes une très bonne stratégie, un plan de trading, de l'expérience, beaucoup de recul, mais si sa psycho est mauvaise, il ne gagnera pas, tout simplement. Il faut mettre de côté ses émotions. Certains traders, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le trading. C'est compliqué à se dire que tout le monde pense qu'on peut faire du trading. Je suis désolé de vous dire que le trading n'est pas fait pour tous, puisqu'il y a les émotions. Et les personnes trop émotionnelles, les personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, se font ronger par le marché. D'où l'importance de maîtriser ses émotions. Et c'est un plus gros travail de maîtriser ses émotions qu'avoir la stratégie de trading parfaite. Vous pouvez dire je trade les divergences parfaitement, j'ai mon indicateur Ishimoku, j'ai mon robot de trading. Bon, encore le robot n'a pas les émotions, on va dire, mais vous avez beau avoir la meilleure stratégie de trading, si votre psycho derrière, la psychologie ne suit pas, si vous n'avez pas fait un travail suffisamment important, eh bien, ça ne sert à rien. Tout simplement, vous avez beau avoir la meilleure stratégie, la psycho, les émotions, il faut travailler le poids émotionnel sur les marchés. D'où l'importance, on en revient derrière, au levier, à la taille de position, au ratio. Tous ces éléments vont vous permettre de vous libérer de ce poids émotionnel. Si vous êtes chargé comme pas possible sur une position sur le DAX, eh bien vos émotions, vous allez passer par tous les stades des émotions.
Alors que si vous avez une gestion du risque parfaite, stricte, les émotions vont diminuer. Moi, quand j'ai commencé le trading, pour vous dire, au début, quand je prenais des positions, garder une position la nuit, je me réveillais le matin quasiment, j'avais des réveils à 4 heures du matin pour voir si ma position était dans le bon sens parce que ça me stressait alors que j'avais mis un stop. J'avais mis un stop, j'avais un take profit, mais juste je maîtrisais mal mes émotions. Ça m'arrivait de voilà, à minuit, 1 heure, de me réveiller pour aller vérifier le marché, ma position, est-ce que j'étais dans le bon sens, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que je dois renforcer? Non. Et en maîtrisant mes émotions, j'ai tout simplement appris à me dire, bah, tiens, quand j'ouvre une position, eh ben, je suis serein. J'ai un stop qui est placé à un tel niveau, j'ai mon ratio, je respecte mon capital. Et si le marché chute de 10% en ligne droite, vous avez votre stop, eh bien, le marché a peut-être perdu 10%, mais vous avez perdu les 1% de votre capital puisque vous avez votre stop. Donc, les émotions, il n'y a pas d'émotion à avoir en fait. Le trade est gagnant, tant mieux. Le trade est perdant, tant pis, on passe à autre chose. Mais il n'y a pas à avoir des émotions qui se mettent en place en tout cas. Donc ici, pareil, c'est les émotions et les phases de cycle qu'on a sur les marchés boursiers. Concernant les émotions, eh bien, on a les humeurs, tout simplement. L'effet soleil, l'effet pleine lune, le vendredi soir. Tous ces éléments, en fait, sont des périodes qui vont affecter votre comportement émotionnel. On voit beaucoup, je peux lire beaucoup d'articles sur Internet, pourquoi on perd de l'argent, pourquoi vous perdez de l'argent le vendredi. Certains traders s'interdisent de trader le vendredi, tout simplement parce que voilà, ils ont remarqué que ça leur faisait perdre de l'argent. Donc, c'est pas le débat de savoir pourquoi on perd ou on gagne de l'argent le vendredi, mais pour vous montrer que, en fait, il y a plein d'effets qui jouent sur votre humeur. Certains vont se dire, tiens, il fait très beau, j'ai envie de sortir, j'ai pas envie de rester à regarder mes écrans. Et finalement, je vais prendre un trade parce que j'ai pas tradé aujourd'hui. Tous ces biais font que ça joue sur votre humeur et donc sur vos émotions. D'où l'importance de savoir, quand vous faites du trading, de savoir laisser les émotions de côté. Le biais d'optimisation, c'est de croire que les probabilités ne s'appliquent pas à vous. Le trading, c'est des probabilités, tout simplement. Il n'y a pas de, vous verrez jamais, si vous voyez un trader qui vous affirme qu'il gagne 100% de ses trades, c'est un menteur, tout simplement. Ce n'est pas possible de gagner 100% de ses trades. Je n'ai jamais vu un trader gagner tous ses trades. C'est juste impossible. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie, même un robot, vous mettez la meilleure stratégie de trading, tout ce que vous voulez, pas d'émotion, il ne gagnera pas tous ses trades. C'est juste impossible. Il aura un ratio winner-loser, ce qu'on appelle un ratio gain-perte de trade très élevé. Allez, un très bon trader, un excellent trader peut atteindre 90% de trades gagnants avec 10% de trades perdants. Mais trouvez-moi un track record avec un trader qui a 100% de trades gagnants. Alors, soit c'est un gourou, soit c'est un menteur, mais ce n'est juste pas possible. En trading, il faut accepter la perte. La perte, ça fait partie du trading. C'est tout simplement, on va dire, c'est le jeu. Et il ne faut pas tenter de se dire, je fais une série. Vous allez faire des séries de trades gagnants, mais sur une année, dans votre track record, eh bien, avoir une série, enfin, avoir un enchaînement de trades uniquement gagnants, c'est juste impossible. L'aversion au risque, bon, bah, vous connaissez tous l'aversion à risque, hein, le fait pour l'investisseur d'avoir peur d'un risque qu'il juge trop important. Donc, d'où quand on a de l'aversion au risque, les marchés, les investisseurs se couvrent avec des valeurs refuges, que ce soit le franc suisse, que ce soit l'or, l'argent, le yen japonais, et le cas contraire, l'appétit pour le risque. Voilà, c'est un état d'esprit du marché où les investisseurs eh bien, se sentent bien et dans des perspectives d'avenir de l'économie. Donc la première phase de marché que je vous ai montré sur le premier, elle dure longtemps cette phase. On parle d'appétit pour le risque, on peut parler d'appétit pour le risque pour des séances boursières quand les marchés sont en hausse. Mais vous
constaté aussi bien que le smart money, eh bien, c'est quand les investisseurs avisés rentrent et qui prennent goût pour le risque et finalement se disent eh bien, les perspectives d'avenir de l'économie sont bonnes, il faut rentrer sur le marché maintenant. Ici, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, c'est le Fear and Greed Index. Très intéressant, vous pouvez aller le voir, vous tapez Fear and Greed Index, CNN Money. C'est l'indice qui va driver les émotions du marché, l'indice de peur et de cupidité, tout simplement. J'ai essayé d'avoir des... Vous voyez, lui, c'était le 2 janvier, donc c'était quand les marchés étaient au plus haut. On était à 97, je crois qu'on est même monté à 98, il me semble. On était vraiment à des niveaux, ce qui montre l'extrême euphorie des marchés. Voilà, extrême euphorie, on était à 97, plus haut historique. On enchaînait les plus hauts sur le Dow Jones et tout le monde pensait que les marchés, voilà, c'était la fête sur les marchés. L'indicateur Extreme Greed, lui, était quasiment au max, ne reculait devant rien, alors qu'on avait déjà, pas tout à fait au mois de janvier, il était encore dans les 97 début février, il me semble, mais on avait déjà des retours de la Chine face au coronavirus, et l'indicateur restait complètement, le marché avançait avec des œillères et ne voulait pas entendre parler de la propagation ou de pandémie ou d'impact sur l'économie avec des effets collatéraux sur les commerces, les usines, les artisans et les ménages. Donc ici, on avait atteint un point vraiment d'euphorie. Derrière, là c'est le 12 mars, il me semble que c'était quand on était sur les plus bas, vous voyez Extreme Fear. Seulement qu'on est tombé en Extreme Fear, là il est cassé. Dans le sens où je trouve qu'il est cassé, c'est que le marché à 4000, il me semble, 4500 points pour le CAC, on était déjà en Extreme Fear. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, finalement on a encore perdu 1000 points. Mais dans une phase de crack, en fait, cet indicateur ne représente plus vraiment l'émotion du marché. On était complètement dans des marchés paniqués, on est complètement dans des marchés irrationnels qui sont avec zéro flux de bonnes nouvelles, zéro news. On parle de pandémie, on parle de krach boursier, on parle de crise sanitaire, on parle de crise économique et tous ces éléments ne rassurent pas les marchés. Donc, on avait atteint ici un niveau extrême. Cet indicateur est pertinent dans des phases classiques de marché, je trouve, qui donne un bon niveau. Et vraiment là, qu'on était sur les 97 et qu'on commençait pendant un mois, qu'on est resté entre les 90 et les 97 complètement à fond, avec des marchés haussiers qui ne s'arrêtaient plus, ça nous avertit. Ça donne un signal, vous voyez, du fin de cycle que je vous ai montré, l'éclatement, la phase d'euphorie. Cet indicateur confirmait bien la phase d'euphorie qu'il y avait sur les marchés. Actuellement, on est en extrême fear, ça ne veut pas dire qu'on a fait un point bas sur le CAC. À court terme, on est en train de rebondir parce qu'on a eu des bonnes news et que les banques centrales ont réussi à faire une frappe coordonnée d'injection et de plan de relance. Donc ça rebondit, mais pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si effectivement à 3600 points, c'était le point bas et que c'est les soldes et qu'il fallait rentrer. Derrière, on n'a toujours pas atteint le pic. Malgré les plans de relance, on ne sait toujours pas si quel va être le PIB mondial, comment ça va peser sur les ménages, est-ce que des entreprises vont faire faillite malgré un plan de soutien de l'économie. Vous voyez, c'est encore trop tôt. Mais l'indicateur, voilà, montre la psychologie, tout simplement, de l'investisseur. D'où l'exagération extrême des risques. Voilà, on est dans une approche irrationnelle. Ici, voilà, c'est déjà à 4005, on était à 2. Là, je l'ai pris à 3006, on était encore à 2. Vous voyez, l'approche irrationnelle. C'est ça qui est très important. De se dire, bah, tiens, finalement, là, on a la peur extrême. Alors oui, il y a peut-être des rebonds à court terme à jouer. Il y a des beaux dossiers, il y a des valeurs qui ont été complètement massacrées, mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait un point bas, en tout cas. Donc attention aux approches irrationnelles. Et là, actuellement, c'est le cas. On a des marchés complètement
voilà, dans une phase irrationnelle, on prend plus 10, plus 11 sur le plus 11,36 sur le Dow Jones hier. Une semaine de ça, on perdait plus 10 quasiment. Et sur le CAC, on a fait moins 12. Donc, on a des mouvements irrationnels sur le marché. L'anticipation d'un retour rapide à la moyenne, ça, c'est un peu l'exemple de Renault, encore une fois. On pense que les prix, les taux, les volatilités ont tendance à retourner à une valeur moyenne après avoir atteint des valeurs extrêmes. Et que voilà, que la volatilité était tellement extrême sur Renault, sur Peugeot, sur Boeing, qui est passé d'un cours de bourse de 430 $ à 100. Et on se dit, bah, les PER sont trop bas, ça va retourner à la moyenne. Non, peut-être pas. Pourquoi Boeing n'irait pas à 50? Pourquoi Renault n'irait pas à 10 ou à 8? Pourquoi Technicolor n'irait pas, même pas, enfin, elle était tombée tellement basse, mais pas encore aller plus bas. Voilà. Il ne faut pas anticiper, se dire on va avoir un retour, c'est allé trop bas, ça ne peut que remonter. Ce sont des biais, tout simplement. Il faut rester factuel, prendre du recul sur ce qui se passe. Oui, il peut y avoir des rebonds comme on a eu actuellement sur Total. Effectivement, on va voir du Total qui est tombé à 20 € le Total au plus bas de 2008. Je peux comprendre que certains se disent Total, c'est pas cher. Effectivement, Total a déclenché un énorme rebond actuel. On était sur une énorme zone. Donc oui, il y avait à court terme un rebond et une anticipation d'un retour rapide à la moyenne. Mais derrière, Total, AXA, exactement, on avait plein de dossiers. Safran, je crois qu'il a pris 20%. Mais on peut très bien voir une nouvelle vague corrective, en fait, une nouvelle rechute et de se dire, bah, tiens, en fait, le retour à la moyenne, non, c'est juste un retour et puis après, on repart. Donc, évitons les anticipations un peu rapides. L'oubli de la corrélation, très important. Les corrélations ne sont pas toujours intuitives et toutes les corrélations bougent beaucoup. Regardez l'or. Honnêtement, j'ai vu dans les médias, dans les journaux français, ils faisaient en tout cas un reportage en disant que beaucoup de particuliers s'étaient rués sur l'or face à la chute des marchés. Donc l'or a monté dans un premier temps. On est venu taper les 1700. Hein. Donc tout le monde est rentré à 1700 $. Ok, certes, l'or a bien rebondi, mais l'or est quand même tombé bien bas. On est passé de 1700 en une semaine. On a perdu quasiment 13%. On a fait la pire chute de l'or depuis 1987, il me semble il y a 2 semaines. Donc pareil, les corrélations en phase de crack, ne pensez pas, donc là l'or reprend de la hauteur parce que la Fed injecte massivement des liquidités. Donc oui, l'or apprécie ce geste, en tout cas de la Fed, mais en période de crack, regardez en 2008, comme je vous le disais, en 2008, l'or a perdu 30%. Pourquoi? Prise de bénéfices, l'or aussi est sujet à de la volatilité. Il nous faut de la liquidité. Voilà, tout simplement, il faut de la liquidité, on prend là où on peut. Et bien, on est allé chercher sur l'or. On est allé chercher sur l'or pour répondre à des appels de marge, pour prendre des bénéfices. Et l'or n'a pas été épargné finalement durant la première phase, quand le CAC a chuté des 6100 à 3006. L'or est passé de 1700 à 1412, même un peu plus bas, 1400, a perdu 200 $. Alors que juste avant, j'entendais dans les journaux, dans les médias, dire l'or c'est la valeur refuge, le bitcoin c'est la valeur refuge. Allez-y, pas du tout. Le bitcoin a perdu 40% en une séance. Ce n'est pas une valeur refuge. Donc, pareil, les corrélations, c'est très important en fonction des cycles. L'or va être un excellent actif en cas d'aversion au risque pour se couvrir, mais en phase de crack, on prend l'argent là où il est, tout simplement. Donc, s'il y a de l'argent sur l'or, eh bien, on prend les bénéfices pour répondre aux appels de marge, pour répondre à la forte volatilité, pour ce coup, voilà, tout simplement. Enfin, pour terminer, le biais de familiarité. Donc, en fait, c'est l'exemple, encore une fois, je reviens sur cette valeur, mais c'est Renault. On préfère investir de ce qu'on croit connaître. Les titres domestiques sont toujours surreprésentés dans les portefeuilles, mais aussi surpondérer les blue chips, les titres que nous pensons connaître. Pour avoir travaillé en tant que conseiller bourse avant d'être
d'être analyste de marché au sein d'LFX. Effectivement, j'ai pu voir ça chez de nombreux particuliers qui achetaient des titres parce que Valourec, par exemple, Valourec, c'était, on m'appelait quasiment tous les jours pour me dire oui, achetons du Valourec. C'est la valeur phare. À l'époque, c'était la valeur phare, Valourec. Tout le monde voulait du Valourec. Et on continue de croire en Valourec. Malgré, bon, oui, il y a des bons rebonds à jouer, mais c'est pas un beau dossier, Valourec. On a eu des beaux dossiers, des belles histoires, avec LVMH, en même temps c'est du luxe, Ubisoft qui a fait un parcours assez, ça s'est un peu cassé la figure derrière, mais voilà, on investit sur des valeurs que l'on croit connaître, des secteurs vieillissants comme l'automobile, comme les bancaires. Les bancaires, regardez Société Générale, regardez, bon, BNP c'est un peu mieux, mais Société Générale, bon, c'est une valeur que l'on croit connaître, alors qu'il y a des dossiers, des beaux dossiers, qui ont de belles histoires, et au final, où on ne va pas dessus. On pense connaître Renault parce que on a acheté une voiture Renault, parce que notre copain, lui, a une Peugeot et qu'on discute voiture le week-end. On pense connaître la valeur parce qu'on la côtoie tous les jours, en fait, dans notre quotidien. On la voit tous les jours. On se dit, mais tout le monde a des Renault, ça marche bien, les Peugeot, c'est pareil. Mais derrière, c'est pas parce que on croit connaître la valeur que c'est une bonne valeur, tout simplement. Et qu'il ne faut pas la surreprésenter dans vos portefeuilles. Voilà. Qu'il ne faut pas mettre trop de pondéré. Voilà. Il faut pondérer correctement les valeurs et pas se dire avoir un biais, l'excès de confiance. Tout simplement, on revient à l'excès de confiance et de se dire tiens, dans cette portefeuille, je mets une ligne, je ne sais pas moi, de Vallourec à 15% de mon portefeuille, alors que c'est pas forcément la. Parce qu'on a un excès de confiance et qu'on a un biais de familiarité. Donc, très important ce dernier élément. Enfin, pour terminer ce live qui aura duré quand même 1h30 sur le management, je laisse le mot de la fin à John Templeton, tout simplement, avec sa phrase qui résume très bien les marchés. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Voilà le mot de la fin concernant ce webinaire qui résume très bien, je trouve, ce qu'on vient de connaître et la phase actuelle des marchés qui étaient totalement euphoriques et qui viennent de mourir il y a quelques semaines en ayant fait un point haut de long terme. Maintenant, je vais répondre à vos questions-réponses. Je n'aurai pas le temps de faire du live. Ça fait déjà 1h30 que le webinaire a commencé. Je ne pensais pas que ce serait aussi long. J'essaierai de faire un complément à la limite concernant cette section, si ça vous a vraiment intéressé. En tout cas, voilà, je voulais faire un peu de live pour vous montrer comment placer des stops, mais après ça va être très long, ça va être un live qui dure, je pense à ceux qui vont me regarder en replay, et je préfère faire des lives pas trop longs, essayer d'éviter de dépasser les 1h30, sinon ça peut être un peu trop costaud et les gens ne regardent pas tout simplement. Alors que je pense vous avoir donné beaucoup d'informations, d'éléments clés. Je n'ai pas répondu à tout parce que c'est très long ce sujet, la psychologie, le money management, mais de vous avoir donné des éléments clés et surtout essayer d'être en phase avec le cycle actuel de marché qui est quand même historique et qui va rester dans l'histoire, à mon avis, ce qu'on est en train de vivre. Et on va sûrement retrouver ce qui se passe dans des futurs bouquins d'analyse technique ou de psychologie de marché. Donc j'ai essayé d'être au plus juste et de coller. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Maintenant, je vais voir si vous avez des questions. Alors, j'ai eu beaucoup de questions. N'hésitez pas à me les reposer dans le chat. En tout cas, je peux revenir sur certains points clés, étant donné que j'ai eu pas mal de questions. J'ai essayé de répondre à tous. Alors, voyons voir. C'est vrai que Warren Buffett s'est planté. Effectivement, Warren Buffett, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il a dit que c'était un peu comme notre secrétaire d'État qui dit c'est une aubaine pour investir sur le marché action.
Bon, autant elle n'y connaît absolument rien à la bourse, autant Warren Buffett, lui, est avisé. Voilà. Après, Warren Buffett, ça reste un investisseur hors pair, je trouve. Ce qu'il a réalisé est complètement dingue, mais ça lui arrive aussi de se planter. Et récemment, reprenez son fonds, il me semble que c'est Berkshire Hathaway, son fonds, et vous voyez que Warren Buffett a du mal et plafonne. Depuis 2007-2018, son fonds ne fait plus de performance. Regardez bien son fonds si vous êtes sur vos graphiques, allez voir la performance de son fonds, et on voit que Warren Buffett commence à tanguer déjà. Depuis plusieurs années, on voyait qu'il s'essoufflait. On voyait que son fonds, depuis 2018, alors que les marchés en 2019 ont fait une performance juste hors norme, bien le fonds de Warren, lui, n'a quasiment rien réalisé. Donc oui, même les meilleurs peuvent se planter, peuvent se tromper, même si ça reste un investisseur, je trouve, hors pair. Ces bouquins, bien sûr, restent à lire pour approfondir tout simplement la gestion des risques, la gestion du portefeuille, l'investissement. Mais même les meilleurs peuvent se tromper. Et Warren Buffett a fait quelques erreurs ces dernières années. Et là, je suis tombé sur une de ses vidéos, effectivement, il y a 2 jours, qui disait comme quoi, pour lui, après c'est un investisseur très très long terme, donc il voit les choses autrement, mais bon, il donnait limite un signal d'achat, alors que derrière, les marchés ont quand même lâché 15%. Donc pour ceux qui sont rentrés dans le marché sur le signal de Warren Buffett, se prennent une perte un peu colossale déjà dans leur portefeuille. Alors, pourquoi le spread du mini-DAX s'élevé en ce moment? Oui, à cause de la volatilité, tout simplement. Voilà, d'où l'importance de bien choisir vos brokers et d'adapter la volatilité, votre actif, du moins si vous êtes trader sur le DAX, en fonction du spread, parce que les brokers élargissent le spread en fonction de la volatilité. Donc pareil, essayez de voir différents brokers qui vont proposer, mais oui, dans des phases de volatilité forte, les brokers élargissent le spread. Capital minimum pour trader le Forex sur eBay hors CFD, c'est 5 000 € minimum. 5 000 € en passant, en étant, il me semble, avec le partenariat de ProRealTime, il me semble que c'est 5 000 €. Sinon, si c'est directement avec Interactive Broker, c'est 10 000, si je me souviens bien. L'unité de temps se caractérise-t-elle la taille du stop loss? Non, la taille du stop loss se caractérise tout simplement par la quantité de pips. Que vous ayez une position avec un stop loss de 150 pips ou un stop loss de 10 pips, le risque, lui, reste le même. Ce n'est pas les pips qui font la taille de la position, c'est à vous d'ajuster la taille, le nombre de lots en fonction du nombre de pips, pas l'inverse. Chez IG, le spread sur le mini DAX est de 1 point. Normalement, oui. Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais normalement, oui, on est de 1 point. Avec la politique, le QE extraordinaire, vous pensez que les marchés vont encore baisser? Alors, pour être franc sur cette question, c'est très difficile de savoir si le point bas a été fait. En tout cas, on a eu une frappe coordonnée de l'ensemble des banques centrales, même si ça a été laborieux, on ne va pas se mentir, j'ai été très très étonné de voir que les institutions mondiales, les têtes pensantes des plus grands pays, soient quasiment, on va dire, une bande d'incapables pour réaliser tout simplement une frappe coordonnée et de se dire, tiens, les marchés sont en panique, essayons de les rassurer en intervenant durant notre calendrier économique à nous, durant les dates qu'on avait fixées depuis longtemps, et pas en mode on arrive à minuit un dimanche, on balance 700 milliards sur les marchés, résultat ça perd 3%. C'est bien beau de faire de la planche à billets, mais essayez d'être coordonné, bon sang. C'est pas compliqué, je trouve. Finalement, ça a marché parce que là, on vient d'injecter un plan à 4 000 milliards, c'est du jamais vu. 4 000 milliards sur les marchés entre la Fed et le budget des États-Unis, avec le plan de relance aux États-Unis, c'est du jamais vu ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis que ça va rester dans les livres d'histoire.
puisque des injections massives comme ça, c'est du jamais vu. Ensuite, savoir si on a fait un point bas. À court terme, oui, on a fait un point bas, ça c'est sûr, les marchés tentent de rebondir. Je trouve qu'on manque encore quand même de visibilité. Dire que c'est le point bas, il faut complètement racheter les actions, c'est un peu précipité. Voilà, c'est mon opinion. Je trouve qu'il y a de la place. Techniquement, je vois sur les indices, je ne me l'explique pas, mais quand je vois que le Nasdaq n'a encore rien perdu, rien lâché quasiment, qu'on a des valeurs qui sont encore très très hautes, je me dis que oui, si le Nasdaq doit corriger, effectivement, il y a de la place pour aller plus bas. Alors certes, les bourses européennes se sont fait détruire par les marchés, on a interdit la vente à découvert, on a interdit de vendre certains indices, on tente de limiter la casse, mais pour le moment, on gagne du temps. Voilà, on essaye de gagner du temps, de se dire, très bien, on met des liquidités, on est encore en période de confinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça va peut-être durer 2 mois, ça va peut-être durer 3 mois, on fait des plans de relance, il y a peut-être des entreprises qui vont tomber en faillite, mais pour le moment, ça rassure les marchés. Et c'était le but, c'était stopper l'hémorragie, arrêter ce crack, enfin du moins on est en plein crack, mais mettre fin à l'hémorragie tout simplement. Ils ont réussi, ça a été laborieux, mais ils ont fini par réussir en injectant vraiment énormément de liquidités. Derrière, voyons voir, hein, Trump qui joue quand même sa réélection sur le Dow Jones en disant oui, le Dow Jones enchaîne les records et derrière on constate que le Dow Jones a effacé tous ses gains depuis son élection, donc il ne va pas pouvoir s'appuyer là-dessus pour sa réélection et il ne veut pas un confinement total parce que pour lui, l'économie du pays est plus importante que la pandémie de coronavirus, encore une fois, et il défie un peu tous les médecins. Donc, voyons voir les décisions qui vont être prises. Si le confinement est complètement total aux États-Unis, s'il dure 3 mois, s'il dure 1 mois dans le pays, ça n'aura pas la même conséquence que s'il dure 3 mois. Et quand je vois des banques comme Goldman Sachs qui me font des prévisions en me disant on va aller chercher les 2000 et on va repartir en V-bottom d'ici fin 2020 pour avoir un S&P sur des plus hauts historiques, je trouve cela un peu optimiste et ambitieux de leur part, sachant qu'on manque de visibilité. Alors oui, on pourrait avoir la récession la plus rapide de l'histoire avec une reprise hors norme, mais on manque tout simplement de visibilité. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ce confinement. On ne sait pas. L'Inde, il y a 1,3 milliard d'habitants en Inde. Ils viennent de fermer complètement le pays. Donc, bien sûr que les entreprises étrangères ont des partenariats avec l'Inde. Bien sûr que les entreprises françaises ont des partenariats avec les Chinois. En fait, si vous voulez, c'est les chaînes d'approvisionnement. Tout est à l'arrêt. Et en fait, on a beau avoir des pays qui réouvrent comme la Chine actuellement, les Chinois sont traumatisés. Les Chinois, ce qui se passe en Chine, l'économie, la productivité, on va dire, elle reprend qu'à 80%. Il y a des séquelles. Il y a des séquelles qui ont été faites. Ça peut entraîner la dépression. Le confinement, pour certains des Américains, pour certains des Chinois, ça a été très dur à vivre. Il y a eu des cellules de psychologues qui se mettent en place, même en France, pour certains, parce que le confinement, c'est difficile à vivre. Donc, il va y avoir des séquelles derrière tout ça. Et il ne suffit pas de mettre un pansement en injectant des liquidités pour se dire c'est bon, ça va repartir. Non, c'est avant tout, il y a de l'humain derrière. Et l'humain va mettre du temps à se reconstruire, tout simplement. Et que croire que ça va repartir plus belle et que ça va consommer à fond, je ne suis pas aussi certain de ce scénario. Et étant donné que ce webinaire était sur la psychologie, on oublie de mesurer l'impact psychologique que ça va avoir sur les ménages. Voilà mon opinion et mon analyse en tout cas sur ce qui se passe sur la situation actuelle. Alors, je vais répondre à vos dernières questions et après, en tout cas, voir. Et après, je mettrai fin à ce live. Est-ce qu'il est mieux de trader sur futur que sur CFD pour être rentable sur le long terme? Très bonne question. À titre personnel, c'est vrai que les futurs sont le flux du marché.
Les CFD, c'est la cotation de votre broker. Ça ne représente pas le flux réel. Donc, étant donné que les CFD représentent une cotation de votre broker, dans des périodes de forte volatilité, certains, vous pouvez trouver des bougies qui n'existent pas, des mèches qui apparaissent, que si parfois, même moi, j'ai les futurs. Moi, j'analyse en tout cas sur les futurs. Pour être au plus près du marché, tout simplement, j'ai besoin d'être sur les futurs. En analysant les futurs et que je remarque les CFD, effectivement, les bougies ne sont pas les mêmes. Et c'est très compliqué sur les bougies japonaises. Moi qui suis un puriste, qui regarde l'analyse technique, les figures chartistes, les chandeliers japonais, j'ai besoin d'avoir les prix les plus justes. Et donc, je regarde le flux du marché et pas les CFD. Et je m'aperçois que oui, sur certains brokers, eh bien, on n'a pas les mêmes bougies. Et que, par exemple, je peux très bien voir un de mes collègues qui est chez un broker et moi un autre, et il me dit, regarde, moi j'ai un marteau. Moi, je vais dire, bah non, moi j'ai pas un marteau ici, j'ai un avalement. Comment t'expliques ça? Et du coup, voilà, ça crée des différences parce qu'en fait, le flux est à peu près le même, mais la cotation diffère, ce qui fait que dans les formations des bougies, c'est très pénalisant, je trouve. Du coup, je préfère vraiment analyser le futur, le flux du marché, pour être au plus juste. Et derrière, rien n'empêche d'avoir un broker CFD, vous prenez ProRealTime par exemple, ils proposent le flux du marché. Vous prenez un ProRealTime, ils ont le flux direct du marché, vous analysez sur ProRealTime, et derrière, vous passez vos trades sur le broker. Votre broker vous sert à passer les trades, la plateforme ProRealTime par exemple vous sert à analyser le marché. Voilà, vous trouvez un bon compromis. Un pour le passage d'ordre et l'exécution, l'autre pour l'analyse. Et puis les frais ne sont pas les mêmes, effectivement. Il y a des frais over week-end, des frais overnight. Effectivement, il y a aussi les frais. Quel broker conseillez-vous? Honnêtement, ça va dépendre de votre personnalité. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous faites du marché action, bah, allez chez IG. Si vous faites uniquement du forex, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas de meilleur broker en soi. C'est à vous de. Est-ce que IG propose les vrais flux du marché via PRT? Il me semble pas. Il me semble que IG propose les flux du marché CFD uniquement. Il faudrait se renseigner avec eux, mais il me semble pas. Après, c'est derrière, c'est directement. Peut-être c'est possible. Honnêtement, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais peut-être qu'il est possible d'avoir les flux du marché, de Giro, peut-être, oui, tout à fait. Donc après, c'est à vous de jongler, effectivement, avec les différents brokers. Est-ce que les spreads sont corrects? Est-ce que les frais ne sont pas trop chers? Est-ce qu'il n'y a pas des mèches qui sortent de nulle part et que je n'ai pas vu, en tout cas sur les futurs, alors que là, on a un peu une mèche assassine qui vient un peu chasser les stops alors qu'elle n'a pas lieu d'être? C'est à vous, je ne peux pas vous donner d'éléments ou de conseils, en tout cas, c'est à vous de tester, tout simplement, et de savoir quel est le meilleur broker qui correspond à votre style, à votre personnalité. Eh bien, écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, vous étiez très nombreux, ça m'a fait énormément plaisir. Vous avez énormément participé à ce webinaire. Je crois que c'est l'une des premières fois où j'avais autant de questions, ce qui explique un peu la longueur de ce live, mais toutefois, cela me semble important et j'aime prendre le temps de vous expliquer. Pour celles et ceux qui ont des questions, en tout cas, eh bien, vous pouvez me suivre sur Twitter et me poser vos questions. Je réponds absolument à tout le monde. En général, je suis assez disponible. Certes, il m'arrive de mettre un peu de temps à répondre, mais je réponds à tout le monde. Voilà, certains vont partager du money management, des graphiques, des charts. J'essaye d'être le plus disponible, malgré le temps parfois qui n'est pas toujours là, mais je vous réponds. Je réponds à tout le monde. Voilà, donc celles et ceux qui souhaitent poursuivre en tout cas cette discussion, eh bien, vous tapez Jorizana sur Twitter et vous me trouverez directement et on pourra poursuivre cette discussion. En tout cas, merci à vous. À la fin de ce live, vous aurez un rapport à envoyer. En général, je vous avais fait voter pour le prochain. Vous m'aviez répondu que vous vouliez le money management et la psychologie des marchés.
Cette fois encore, je vous laisse voter. Toutefois, lors du dernier rapport, c'était les figures chartistes. Vous vouliez que je fasse un live sur les figures chartistes avec comment on place les stops, voilà, comment trader les figures chartistes en gros et comment les reconnaître et ne pas les inventer. Donc, pareil, dans le rapport, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Peut-être ce sera autre chose, mais sinon, le prochain webinaire de formation au trading aura lieu aussi le mois prochain, au mois d'avril. Je n'ai pas encore décidé la date. Pareil, je pense d'ici fin avril. Et ce sera sûrement sur les figures chartistes, sauf si vous changez d'avis d'ici là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, de très bons trades. Merci à vous pour votre participation. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve bientôt, soit pour les stratégies bourse la semaine prochaine, soit dans le briefing des marchés, ou sinon pour les autres, eh bien, le mois prochain pour un nouveau webinaire éducatif.